Bonjour à tous, bienvenue dans le cours 2 sur la création de la Terre et des planètes de notre système. Dans les cours précédents, nous avions vu comment l'univers avait été formé, comment les étoiles et les galaxies avaient été formées. Aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement aux planètes et à leurs satellites. Pour comprendre la formation des planètes, il faut tout d'abord s'intéresser à la formation des étoiles. Si l'on prend l'histoire présumée de la formation de notre système, nous avons eu à partir d'une nébuleuse un phénomène d'accrétion, qui est un phénomène physique poussant les atomes et les molécules à se regrouper pendant de très longues périodes, et qui finissent par aboutir à la création d'astres. On peut voir apparaître au milieu de cette nébuleuse de la matière qui se condense et qui forme une étoile. Certains morceaux de matière restent en périphérie de l'étoile et finissent par se rentrer les uns dans les autres, eux aussi par accrétion. Et nous pouvons observer comment finalement on voit plusieurs planètes se retrouver en orbite autour d'une étoile. Donc là on reconnaît notre système, le système solaire. L'histoire de la Terre résumée en quelques étapes simples. Au départ par accrétion, donc la matière se regroupe dans les morceaux de roches, d'éléments et de matière qui se promènent autour de l'étoile et forment une sphère de roches en fusion. Les matières sont échauffées par les contacts permanents et les impacts. Donc on a une température relativement élevée de la planète. Cette température va peu à peu diminuer. La chaleur irradie dans l'espace et on va avoir en parallèle certains gaz qui vont être émis par la planète. On se retrouve avec notamment du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et de l'azote qui sont libérés à la surface de la Terre pendant une très longue période. Ceci va mener à la création d'une atmosphère, donc d'une couche de gaz qui entoure notre planète. Si on continue d'avancer dans l'histoire de la Terre, elle se refroidit peu à peu et les gaz qui étaient à sa surface, qui restent dans l'atmosphère, pour certains d'entre eux, la température devient relativement basse et ils vont finir par se condenser. C'est notamment le cas de l'eau qui va passer à l'état liquide et qui va retomber pendant de nombreux millions d'années à la surface de notre planète, s'accumulant dans les zones les plus creuses et formant des mers et des océans. Alors évidemment, les zones creuses dans lesquelles les océans s'accumulent ne correspondaient pas aux zones actuelles, parce que on sait que la croûte terrestre est sujette à de nombreux mouvements. Donc la disposition géographique actuelle est évidemment différente de celle que l'on a pu avoir au début de l'histoire de la Terre, mais il n'en est pas moins que de l'eau s'est accumulée dans les creux et qu'on se retrouve avec des océans et des mers. En même temps que la Terre est créée, plusieurs planètes vont être créées tout autour de notre étoile. Alors, plusieurs planètes qui sont relativement connues, évidemment, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, que l'on appelle les planètes telluriques, qui sont solides. Puis les planètes gazeuses qui vont suivre et qui sont beaucoup plus grandes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et la fameuse Pluton qui n'est plus considérée comme une planète de notre système solaire. Les astronomes aiment utiliser des unités de dimension qui leur sont particulières. On a déjà croisé l'année-lumière pour les très grandes distances dans l'univers, les distances qui séparent les étoiles ou les galaxies. Une autre unité existe qui permet de parler de certaines dimensions à l'intérieur de notre système. C'est ce que l'on appelle l'unité astronomique et elle correspond à la distance moyenne qui sépare la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Alors, une petite phrase parmi tant d'autres qui existent pour se rappeler de l'enchaînement des planètes qui se promènent autour de notre Soleil. Donc voilà Pluton qui s'exprime et qui indique sa déception du fait qu'elle n'est plus une planète. Autour des planètes, il arrive que de la matière se condense et forme des satellites. Alors des satellites naturels, puisqu'ils ont été créés
de même par les forces de la nature. On précise naturel puisque depuis quelques dizaines d'années, évidemment, les humains envoient des satellites, notamment autour de la Terre. Et ces satellites sont appelés satellites artificiels. Alors, pour ceux qui se promènent naturellement autour des planètes, évidemment la Lune qui se promène autour de la Terre. Et lorsqu'on observe les autres planètes de notre système, on peut voir qu'elles ont elles aussi des satellites qui se promènent. On peut avoir par exemple autour de Jupiter, qu'on reconnaît ici, près d'une soixantaine de satellites, dont certains qui sont relativement gros, Io, Europe, Ganymède et Callisto par exemple. Ici on peut voir une vidéo prise par une sonde spatiale qui nous montre un enchaînement d'images où on voit tourner Jupiter et on aperçoit quelques-uns de ces satellites autour, gravitant, voilà, ici, ici et ici. Ici nous voyons une image de Saturne que nous allons voir d'un peu plus proche. Alors Saturne possède évidemment des anneaux qui sont relativement connus, qui l'entourent, et on a également repéré autour de Saturne un satellite très intéressant qui s'appelle Titan, sur lequel nous avons envoyé une sonde qui a atterri à sa surface il y a quelques années. Alors voici une photo de Titan prise par cette sonde, et on a même un cliché parmi plusieurs disponibles du sol de Titan, pris par le petit robot qui s'est posé à sa surface. Voilà une vidéo également, cette fois-ci de Saturne, où l'on peut voir les anneaux qui sont très très fins vus de côté, et on peut voir leur ombre projetée par la lumière solaire, donc à la surface de Saturne ici, et on voit passer Titan, qui est quand même relativement grosse, gros comme satellite qui se promène autour. Alors si l'on revient un petit peu à la Terre, il n'y a en fait qu'un seul autre astre que l'humain a foulé de ses pieds, c'est la Lune. Tout le reste, les satellites et planètes que nous avons nommés précédemment ont été explorés par des robots, par des sondes, mais l'humain en fait n'a jamais été plus loin que la Lune, qui n'est qu'à 385 000 km, et c'est déjà tout un exploit technologique d'envoyer des humains à sa surface. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à notre planète, on peut se rendre compte évidemment que de la vie s'y est développée. On peut voir donc en vert ici la vie végétale qui s'est installée à sa surface, et c'est une information que les astronomes recherchent lorsqu'ils découvrent des nouvelles planètes, que ce soit évidemment, ça fait déjà longtemps maintenant, dans notre système, ou beaucoup plus loin autour d'étoiles éloignées. Et en fait, la détection de la vie est rarement faite directement, mais on peut essayer d'estimer la probabilité que de la vie s'y développe. Alors il y a des conditions d'apparition de la vie qui sont connues, et ce sont évidemment les conditions qui ont abouti à la vie sur Terre, et on peut les regrouper en quelques points précis. Alors tout d'abord, lorsqu'une planète est observée et qu'on cherche à y déceler de la vie, on va d'abord regarder autour de quelle étoile elle gravite. Les scientifiques pensent qu'il n'est pas possible que de la vie se développe autour d'une étoile trop petite, car cette étoile n'enverrait pas assez de lumière, et les scientifiques pour l'instant ont du mal à imaginer que de la vie se développe sans lumière. À l'inverse, une étoile trop grosse risque de ne pas pouvoir non plus accueillir une planète sur laquelle de la vie s'est installée, car la vie pour se développer prend beaucoup de temps, des dizaines, des centaines de millions d'années sont nécessaires. Or, une étoile trop grosse brûle trop vite et meurt, comme on dit, trop vite, ce qui empêcherait probablement aux planètes qui sont autour d'accueillir de la vie. Donc on va avoir seulement les étoiles de taille moyenne qui vont être des candidates à l'apparition de la vie autour d'elle. Ensuite, on va s'intéresser à la position de la planète autour de son étoile, car les scientifiques pensent que l'eau est indispensable à l'apparition de la vie. Or, cette eau doit être à l'état liquide pour que la vie se développe. Alors, de l'eau liquide à la surface d'une planète, c'est un facteur primordial qui ne peut pas être observé si la planète est trop proche de son étoile, car à ce moment-là, la température trop élevée empêcherait
l'eau d'être à l'état liquide, elle serait à l'état gazeux, et une planète trop éloignée aurait, si elle a de l'eau, une eau à l'état solide, qui elle aussi ne serait probablement pas propice à l'apparition de la vie. Donc on a ce qu'on appelle une zone habitable, représentée en vert à l'écran, qui serait la zone, la surface, la périphérie autour de l'étoile qui permettrait l'apparition de la vie. Ensuite, il faut bien faire attention que l'orbite de la planète soit relativement stable, qu'elle n'oscille pas dans le temps et surtout qu'elle soit circulaire ou en tout cas pas trop étirée, car à ce moment-là, la planète risquerait de sortir de la zone habitable pendant de nombreuses périodes ou pendant de trop longs moments, ce qui entraînerait par exemple une solidification de l'eau à sa surface pendant trop longtemps, ou si elle se rapproche trop, une gasification de l'eau, ce qui serait des températures extrêmes empêchant le développement de la vie. Lorsqu'on étudie une planète, on essaie de savoir qu'est-ce qu'elle contient, notamment les éléments qu'on peut retrouver sur cette planète. Pour l'instant, les scientifiques ont beaucoup de mal à imaginer de la vie qui ne contienne pas du carbone, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc si ces 4 éléments ne sont pas retrouvés à la surface de la planète, les astronomes vont rapidement éliminer la probabilité que de la vie s'y développe. On peut voir à l'écran l'histoire de l'atmosphère terrestre et on peut voir qu'il y a toujours eu de l'azote, de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Au départ, donc les proportions montrent beaucoup d'eau, beaucoup de dioxyde de carbone et un petit peu de diazote, et plus le temps avance et plus l'eau s'est précipitée lorsqu'il y a refroidissement, le dioxyde de carbone s'est accumulé dans un premier temps, puis a commencé à diminuer lorsque la photosynthèse est apparue à la surface de la planète. Par contre, le diazote, lui, n'a jamais cessé d'augmenter puisque c'est un élément stable qui s'accumule dans notre atmosphère. On peut voir que le dioxygène, lui, est apparu relativement récemment dans l'histoire de la Terre. Ça n'est pas une molécule nécessaire au développement de la vie. Actuellement, plusieurs espèces comme nous, comme les humains, ont besoin de dioxygène pour survivre, mais pendant longtemps, les espèces vivantes à la surface de la Terre et dans l'eau notamment n'ont pas eu besoin de dioxygène pour survivre. Une atmosphère est un élément clé pour le développement de la vie, mais il faut qu'elle reste autour de la planète. Or, certaines planètes sont trop petites et ont une gravité faible qui les empêche de retenir l'atmosphère. Alors, il faut s'assurer que la planète soit assez grosse pour que sa gravité maintienne l'atmosphère en place. Autour de notre planète, de l'ozone a été créé. Grâce au dioxygène qui s'était accumulé, cet ozone a permis de filtrer les ultraviolets envoyés par le soleil. On pense également que l'ozone a été indispensable à l'apparition de la vie, notamment à la surface de la Terre, en dehors de l'eau. Étant donné qu'une grande quantité d'ultraviolets est filtrée par l'ozone, les êtres vivants ont pu s'installer sur les continents terrestres, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant en raison des dégâts infligés par les ultraviolets en permanence. On revient donc à cette notion d'eau liquide, élément a priori indispensable à l'apparition de la vie sur une planète, notamment parce que l'eau est un solvant qui peut dissoudre beaucoup de molécules et qui peut les transporter facilement. Et c'est également une molécule capable de maintenir une température relativement stable dans un être vivant. On termine avec la nécessité a priori que le sol soit solide. Les scientifiques ont du mal à imaginer une planète gazeuse accueillant de la vie, les supports solides étant nécessaires à certaines réactions permettant l'apparition de molécules de la vie. Voilà pour ce deuxième cours qui nous parle de l'histoire de la Terre et des satellites ainsi que des conditions permettant l'apparition de la vie.